bonjour. Sophie Guillemin, responsable de la plateforme Claroline Connect à l'INT, Bruno Vincenti, responsable du pôle appui ressources à l'INT EFP à Marcy-l'Étoile, donc l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. C'est un établissement public administratif qui est installé à Marcy-l'Étoile près de Lyon, pour ceux qui connaissent, et qui a pour mission de former en formation initiale les inspecteurs du travail, qui sont actuellement entre 50 et 60 par an, et de former en formation continue l'ensemble des personnels du ministère du Travail, à peu près 10 000 personnes. Enfin, pas dire que 10 000 personnes passent à Marcy-l'Étoile, mais enfin c'est le périmètre. Alors depuis 10 ans, il y a une présence en formation à distance, au début très modeste, très complémentaire, des formations initiales en présentiel. Et puis il y a 3 ans, quand je suis arrivé, on a eu un petit problème, c'est que le technicien qui gérait cette plateforme, qui était une plateforme sui generis, si je peux dire, c'est-à-dire qui avait été inventée pour le... Donc ce technicien est parti, il a été recruté par la concurrence, donc l'École nationale de police en l'occurrence, et on s'est retrouvé sans rien, donc il a fallu absolument se doter d'une plateforme. Donc on a travaillé avec Sophie pour chercher, sélectionner, en fonction de nos critères. Et à la fin, on est arrivé à un duo Moodle contre Claroline Connect. C'est une situation que certains d'entre vous, même pas mal d'entre vous, ont connue. Et on a choisi Claroline pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle était innovante. Et on aime bien l'innovation dans ce petit établissement public, entre guillemets. Ensuite, parce qu'elle permettait de faire un véritable travail collaboratif entre formateurs, ce qui était une chose importante. Et puis finalement, elle nous paraissait plus horizontale que verticale. C'est-à-dire que parfois, c'est au feeling que ces choses se décident. Et quand on revenait sur les tableaux des deux plateformes, on voyait clairement que Moodle était, non pas pour le dénigrer du tout, mais c'était l'impression que ça nous dégageait une impression de verticalité, c'est-à-dire qu'il fallait suivre un chemin et que on n'avait pas trop la possibilité d'en sortir, alors que Claroline nous donne clairement l'impression de quelque chose d'horizontal, c'est-à-dire permettant de la collaboration de manière plus approfondie. Donc voilà, donc on est parti là-dessus. Donc aujourd'hui, il y a depuis 2 ans, enfin 1 an d'exploitation intensive. On a plus de 6 000, 7 000 comptes, 150 espaces d'activité. Et voilà, donc je vais laisser Sophie vous présenter le résultat de ce travail, dont on est finalement assez content, mais l'avenir est devant nous. Bonjour, donc en fait je voulais juste faire une petite précision, c'est que le choix de Claroline, on ne l'a pas fait tout seul dans notre coin. On a quand même associé différentes personnes, des équipes pédagogiques pour vraiment tester aussi Moodle et Claroline. Donc c'était vraiment des bacs à sable et c'était du premier niveau parce que voilà, on découvre l'outil et on fait un peu ce qu'on peut avec. Et le choix il a été assez fort pour Claroline, j'insiste parce qu'à la base... moi, je voulais Moodle. Donc, je me battais pour Moodle et finalement, on s'est rendu compte que Claroline correspondait mieux à ce que souhaitaient faire les équipes pédagogiques au sein de l'INTEF. Donc, la plateforme est rentrée en fonction en septembre 2016. Alors, chez nous, elle s'appelle Padint, en fait, cette plateforme. C'est dommage, Bruno vous a pas expliqué toute l'histoire de Padint. Mais en tout cas, voilà. Ça s'appelle Padint, je ne suis pas aussi douée que lui pour expliquer l'historique de Padint. Padint pour plateforme des apprentissages à distance de l'INTEF, puisqu'on va vraiment suivre l'apprenant, l'objectif c'est de suivre l'apprenant tout au long de son parcours, mais aussi créer des espaces collaboratifs, voilà, c'est vraiment des apprentissages à distance en lien présentiel, distanciel. Alors, hop. Donc voilà, de septembre 2016 à juin 2017, on était vraiment dans une période d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on a ouvert des espaces d'activité à chaque fois qu'on nous demandait d'en ouvrir un, sans charte graphique, sans rien, en disant on vous ouvre l'espace, ah oui mais il est vide, qu'est-ce qu'on fait? On a un petit peu guidé les équipes, on les a formées un minimum quand même, mais elles faisaient bien comme elles le souhaitaient en fait, c'était vraiment des espaces qui se retrouvaient, on a une palette d'espaces et d'une diversité de fonctionnalités dans les espaces qui était assez impressionnante et qui est toujours impressionnante.
Donc on s'est dit, il faut quand même trouver une certaine cohérence dans tout ça, tout simplement pour que les équipes pédagogiques, les formateurs et les stagiaires s'y retrouvent quand ils ont accès à plusieurs espaces, parce que c'est les retours qu'on a eu un petit peu, mais vous avez combien de plateformes? Je ne comprends pas, dans cet espace j'accède à ces ressources en faisant comme ci, comme ça, puis dans l'autre je ne m'y retrouve pas. Donc on s'est dit, il faut qu'on puisse créer une cohérence. Donc on a travaillé avec un prestataire extérieur pour qu'on puisse déterminer des espèces de petits plots, des indicateurs. Hein. L'objectif, c'est pas de brider la créativité des uns et des autres, mais c'est vraiment de permettre aux équipes pédagogiques, aux formateurs comme aux stagiaires de s'y retrouver à travers un code couleur et une typologie d'espaces d'activité. Donc là, on est vraiment dans cette phase d'uniformisation. Donc on a encore une belle variété d'espaces un petit peu, très créatifs. Mais petit à petit, on vise à voilà, vraiment offrir des espaces beaucoup plus structurés pour que tout le monde s'y retrouve. On a également déterminé à peu près 3 grands groupes d'espaces d'activité. Donc on va avoir les espaces collaboratifs qui sont pour l'instant assez embryonnaires. On s'est focalisé plutôt sur les espaces de conception et de formation, c'est-à-dire que les stagiaires à l'INTEFP ont un espace formation avec un objectif peut-être à terme de les voir disparaître au bout de temps d'activité, c'est-à-dire que si on va avoir un stagiaire qui va avoir accès à un espace d'activité qui va rentrer en septembre 2017, on va peut-être lui fermer en septembre 2018. Ça, c'est des questions qu'on se pose pour après la gestion pour les administrateurs de la plateforme. Et en plus de ça, on va avoir des espaces d'activité de conception. Donc ces espaces d'activité de conception, ils sont à destination des équipes pédagogiques qui travaillent à l'INTEFP en lien avec ce qu'on appelle des réseaux de formateurs. Donc nos formateurs, en fait, sont des inspecteurs du travail, donc ce sont des gens de terrain et qui viennent concevoir et dispenser des formations à l'INTEFP et dans les différents sites qu'on a dans la France. Et donc dans ces espaces de conception, on a essayé de les associer pour en fait garder quand même un petit peu les méthodes de travail qu'ils avaient auparavant, parce que ça leur fait beaucoup de changements. Donc pour ne pas les perdre et pour les accompagner, on a repris un petit peu la méthodologie qu'ils avaient gardée via une autre plateforme qu'on pourrait assimiler à WeTransfer, où ils récupéraient en fait un dossier dans lequel ils retrouvaient tout ce qu'on appelle chez nous le livret formateur. Donc on a organisé ça de la même manière, mais en leur montrant en plus que la plateforme leur permettait de créer une véritable communauté. C'est-à-dire qu'on leur présente la plateforme en leur disant, voilà, aujourd'hui, vous pouvez travailler, avoir un dossier où vous avez tous vos documents de travail, un dossier où vous avez tous les documents finalisés, donc vous pouvez les récupérer avant une session de formation, un dossier où vous avez votre veille, et à côté de ça, vous avez un forum qui va vous permettre d'échanger pour l'instant juste entre formateurs sur comment s'est passée ma session de formation, est-ce que j'avais les bonnes ressources à disposition, comment faire pour améliorer le support qui finalement par rapport au groupe de stagiaires n'était pas complètement pertinent, ou dire je suis allé chercher telle ressource pour appuyer sur tel point avec ce groupe de stagiaires, je vous le mets à disposition pour que vous l'ayez si on vous pose ce type de questions. Bref, l'idée c'est de vraiment créer des communautés de formateurs, puisque c'est vraiment eux qui font vivre les sessions de formation et qui nous permettent de concevoir des formations adaptées à nos publics. Donc après, alors sur les espaces de conception, je vous les montrerai au Barcamp, parce que faut pas les montrer ici. Alors je vous ai juste fait une dernière petite slide sur la Padint en quelques chiffres. Donc c'est 6000 utilisateurs avec 2 administrateurs, donc Bruno et moi-même. Une cinquantaine de gestionnaires d'espaces d'activité. Donc c'est en gros les équipes pédagogiques. Et à peu près 10% des utilisateurs ont un rôle qu'on a créé formateur. Alors le rôle formateur, en gros, ils ont les mêmes rôles que les gestionnaires, sauf qu'ils n'ont pas le droit de supprimer. Parce que c'était un petit peu la hantise pour certains de dire oh, si je fais une mauvaise manip, vous vous rendez pas compte, je vais perdre tous mes dossiers. Donc on a beau leur expliquer que faut quand même confirmer, qu'on supprime, etc.
pour les rassurer, on s'est dit tant pis, on crée un véritable rôle formateur. Donc pour que ce rôle soit répercuté dans tous les espaces, on s'est créé des modèles en fait. Comme ça, on a les différents rôles dont on a besoin avec les différents répertoires associés. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Padint aujourd'hui. Et juste un petit mot concernant la formation. Donc nous, c'est vrai qu'avec Bruno, on s'est concentré dans un premier temps sur former les équipes pédagogiques, à minima sur la plateforme. On s'est aperçu qu'il fallait qu'on aille un petit peu plus loin. Donc là, jusqu'à la fin de l'année, on va revenir quand même sur les bases pour être sûr que tout le monde est au même niveau, a bien compris, sait utiliser les petits outils techniques, et on se rend compte qu'ils ont besoin de ça pour aller plus loin, puisque la Padint, elle nous permet aussi d'engager un grand changement sur l'hybridation de nos formations, c'est-à-dire proposer des petites classes inversées, de créer de véritables modules e-learning à part entière. Enfin, voilà. Mais pour en arriver là et pour les accompagner dans ce changement, on s'est rendu compte que pour eux, il était nécessaire de d'abord bien maîtriser l'outil. Donc on se rejoint sur certains points, peut-être dans l'autre sens, où on fait d'abord la pratique pour ensuite passer à la théorie. Mais voilà, enfin, on a voulu vraiment répondre à ce besoin-là, de leurs besoins. Et le but, en fait, de vraiment les former, eux, c'est qu'ils constituent un véritable relais par rapport au réseau de formateurs, parce qu'on a à peu près 700 formateurs. Quand on peut, on leur présente la plateforme, mais ça reste une présentation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on leur demande une action, déposer des documents dans des dossiers qui sont déjà créés, mais l'objectif est aussi qu'eux reviennent vers les équipes pédagogiques et vers nous pour dire « Attendez, on a une super idée, comment je fais ?» ou « Regardez ce que j'ai fait ». L'objectif, il est là. Et donc pour ça, on a besoin de s'appuyer aussi sur l'équipe pédagogique qui maîtrise bien l'outil. Voilà, merci beaucoup. Et puis tout de suite sur le partant.